Alors bonjour à tous. Avec Célia, donc nous allons aujourd'hui vous parler d'une étude finlandaise qui s'intéresse en fait donc au groupe de disfluence donc des locuteurs avec et sans bégaiement neurogène après une lésion cérébrale traumatique. Alors donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une disfluence? Eh bien c'est un événement de la parole en fait qui va venir perturber justement votre parole. Donc ça peut être des hésitations, des blocages, des prolongations. Donc nous tous, on en fait parfois quand on parle, mais il y a certaines disfluences qui sont vraiment typiques chez les personnes qui bégayent. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe donc deux types de bégaiement. Le premier, donc le bégaiement développemental, qui comme son nom l'indique, apparaît au fur et à mesure du développement de la personne. Dans ce cas-là, on aura plus de blocage et de prolongation. Et il existe un autre bégaiement, donc là, qui est le bégaiement neurogène, qui lui apparaît suite à une atteinte neurologique, par exemple une lésion cérébrale, où là, on voit plus de répétitions de mots et de syllabes et de sons. Mais dans tous les cas, donc que ce soit dans le bégaiement développemental ou neurogène, on voit que les personnes ont des phénomènes d'adaptation, des comportements secondaires, donc par exemple des clignements des yeux, des mouvements de la tête, et un blocage au niveau du premier mot. Il y a également une étude de Thé et al. Qui montre que en fait, la fréquence du bégaiement va dépendre de la tâche que la personne est en train de faire. Par exemple, elle a tendance à beaucoup plus bégayer dans une tâche de conversation, un petit peu moins dans un monologue et quasi pas dans une tâche de lecture. Donc nous, maintenant, à partir de cet instant, on va plutôt s'intéresser au bégaiement neurogène, donc suite à une lésion cérébrale. Donc on sait que c'est une pathologie rare et donc comme je vous l'ai dit qui inclut des dysfluences. Le problème c'est qu'à ce jour on ne connaît pas exactement les causes spécifiques. On pense juste, certaines études montrent juste qu'elles sont liées à un déficit au niveau du thalamus, du corps calleux ou des ganglions de la base. Donc, moi, je vais parler des bases théoriques de cette étude. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les études précédentes sur le bégaiement, elles ont toujours analysé, ou souvent en tout cas, les dysfluences comme des unités individuelles, donc c'est-à-dire indépendamment les unes des autres. Et en fait, toutes les dysfluences, elles ne vont pas intervenir seules, mais en groupe. Donc, c'est ce qu'on va appeler donc, des clusters. Donc à partir de ce moment-là, plus il y a de groupes de dysfluence, plus les difficultés dans la planification du discours peuvent être sévères. Et donc l'analyse de ces groupes de dysfluence, ça permet à la fois d'exposer le rôle des composants linguistiques, cognitifs et moteurs du discours chez les personnes avec un bégaiement neurogène. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant les groupes de dysfluence plutôt qu'individuellement, on va obtenir plus d'informations intéressantes au niveau du bégaiement. Donc l'objectif final de cette étude, ça va être de sélectionner des patients qui ont tous une lésion cérébrale. Et donc on va ensuite essayer de les diviser en deux groupes. Donc le premier groupe avec un bégaiement neurogène, le deuxième sans bégaiement. Et en fait, ils vont tous avoir beaucoup de dysfluence, donc plus que des personnes toutes venantes. Et on va se poser 3 questions. Donc la première question, quelles vont être les caractéristiques de ces dysfluences? Ensuite, quelle différence on va avoir entre les deux groupes? Et la dernière question, quelles caractéristiques affectent la quantité et la qualité des groupes de dysfluence trouvés en chacun des groupes? Alors, au niveau des participants, on a deux groupes de 10 patients, donc 20 patients, avec présence de dysfluence suite à une lésion cérébrale. Donc le groupe A, ça va être le groupe qui n'aura pas de bégaiement neurogène et le groupe B qui aura du bégaiement. Donc le critère d'inclusion, les critères d'inclusion, ça va être des patients qui vont avoir plus de 18 ans. Donc le finnois doit être la langue maternelle et il faut qu'il n'ait eu aucun trouble de la communication avant la lésion et donc du coup aucune rééducation qui concerne le langage. Alors pour la procédure, on a 3 tâches qui vont être impliquées afin de définir les deux groupes. Donc parmi ces patients qui ont une lésion, on va les catégoriser, comme je l'ai dit, en patients qui bégayent ou qui ne bégayent pas. Donc la première, c'est une tâche de répétition de phrases, l'autre de discours spontané et l'autre de discours narratif. Donc juste pour la troisième tâche, elle permet simplement d'avoir en fait des échantillons de paroles qui sont plus ou moins comparables parce qu'en fait, on va leur donner des BD. Sans texte et ils vont devoir raconter ce qui se passe sur les images et ça va permettre de comparer les échantillons de paroles au niveau des dysfluences plus facilement que pour le discours spontané. Donc le critère pour dire qu'un patient bégaye ou pas, ça va être la fréquence des dysfluences sur base d'enregistrement audio.
Donc, si un patient a une des 3 tâches, il a une fréquence inférieure à 3% donc de disfluence de type bégaiement, on va dire qu'il ne bégaye pas. Donc, ça va donner donc, les 2 groupes, comme je vous l'ai dit, groupe A sans bégaiement et groupe B avec bégaiement. Donc, après cela, donc, on va faire une analyse, mais en 2 temps. Donc, tout d'abord, on va faire une première analyse vraiment en regardant chaque disfluence séparément, donc via le logiciel Pratt. Et on s'est rendu compte qu'il en existait 2 types. Les disfluences donc, de type bégaiement avec répétition, prolongation, et celles que les auteurs ont appelées autres. Donc là, c'est des interjections. Donc les interjections, c'est quand on fait etc. Des répétitions de mots-phrases ou des reprises. Puis, dans un second temps, on a fait en fait une analyse des clusters de disfluence. Donc qu'est-ce que c'est? Comme Célia vous l'a un peu expliqué déjà, ce sont plusieurs disfluences qui ont tendance à apparaître ensemble et donc qui forment un groupe. Donc en fait, c'est l'apparition de 2 ou plusieurs disfluences sur un même mot ou sur des mots consécutifs dans une phrase. Et du coup, on peut se dire pourquoi au final utiliser une analyse des clusters alors qu'on pourrait vraiment regarder individuellement. Donc, simplement parce que ça permet d'analyser en fait les liens qu'ont les disfluences qui ont tendance à apparaître ensemble et voir en fait l'impact que ça peut avoir sur l'efficacité de la communication des personnes avec un bégaiement neurogène. Mais nous également, au niveau de notre clinique, on peut plus facilement diagnostiquer en fait la présence d'un bégaiement ou non, parce que c'est pas parce qu'un patient est en face de nous et qui produit des disfluences qu'on doit forcément diagnostiquer c'est un bégaiement, parce qu'il peut produire donc du coup des disfluences qui n'en sont pas, enfin qui ne sont pas typiques au bégaiement. Ensuite, donc, les chercheurs se sont basés sur une classification qui existait déjà. Donc la première, c'est les clusters de type bégaiement, où là, c'est souvent les répétitions, prolongations de sons et de syllabes qui ont tendance à apparaître en même temps sur un même mot ou donc mots consécutifs. Le deuxième cluster, c'est autres, là où c'est surtout les interjections, révisions, interruptions et répétitions de mots et de phrases. Et enfin la troisième, qui en fait est un mix des 2 précédentes. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est quand les deux groupes de patients, ils vont produire beaucoup de disfluence, donc plus qu'un sujet tout venant. Mais en fait, quand on analyse les clusters de disfluence, c'est là qu'on va avoir des différences. Donc déjà, il y a le même nombre de clusters dans chacun des groupes, mais si on regarde le groupe A, ils vont faire plus de clusters de type autre. Et chaque cluster a tendance à débuter avec des interruptions. Alors que le groupe B, ils vont plus faire de clusters mixtes et de type bégaiement. Et chaque cluster a tendance à débuter donc avec des répétitions. Et en fait, le cluster, l'épisode de bégaiement, de disfluence, durait vraiment plus longtemps par rapport au groupe A. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, ils reprennent une autre étude qui a qualifié les clusters autres en fait comme des disfluences produites volontairement, car ce seraient des stratégies de maintien de la fluidité. En fait, ce serait lié juste à des difficultés liées à la sémantique, à l'articulation du mot. Donc, on produirait une interruption juste pour pouvoir rester fluide. Alors que les clusters avec les disfluences de type bégaiement, là, ce seraient des disfluences qui émergeraient en fait involontairement dans le discours. Et en fait, elles se suivraient pathologiquement. Ce serait un enchaînement de perturbations. Donc, en conclusion de cette étude, on voit que la moyenne des nombres de clusters, c'est la même dans chacun des groupes. Donc, le bégaiement ne va pas augmenter le nombre de disfluences en soi, mais les clusters vont durer plus longtemps chez les personnes avec un bégaiement acquis après la lésion cérébrale. Et ils vont logiquement, le cluster bégaiement, il est présent uniquement chez les personnes avec bégaiement acquis après la lésion. Donc au final, ce qu'on souhaite que vous reteniez de cette étude, c'est qu'il faut être conscient de ce que peut apporter l'analyse au niveau individuel des disfluences, mais particulièrement quand on prend en compte les clusters, et qu'au final, les clusters permettent de faciliter, entre guillemets, le diagnostic du bégaiement, puisque, comme je vous le disais, ce n'est pas parce qu'un patient présente des disfluences que forcément il faut les catégoriser comme appartenant à celle du bégaiement. Voilà, merci pour votre écoute.